Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur Simillusion. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jules Melon et de Hugo pour vous parler du nouveau film de Sébastien Vanitschek que j'ai vu au PIF pour le collectif et qui s'appelle Vermine. Bonjour à toutes et à tous. Salut, salut. Salut. Caleb, 30 ans, est passionné d'animaux exotiques. Un jour, il rentre chez lui avec une araignée venimeuse et la laisse accidentellement s'échapper. Les habitants de son immeuble de cité vont devoir se battre pour leur survie. Alors, effectivement, quand on va parler de cité et d'union et de se battre, on va penser du coup à deux réals, actuellement. Il y a un parallèle avec Lajli qui est possible parce que Sébastien Vanitschek, le réalisateur, vient de Courtrajmé. Ah oui. Et forcément d'un film dont on vous a potentiellement parlé ou dont on vous parlera dans nos flops, qui est La Tour. Ah, clairement, oui. Qui, du coup, a envie de se lancer, donner son avis en premier sur le film? Vas-y, Hugo, parce que tu l'as vu avant nous. Ouais, c'est vrai. J'étais le premier à le voir au FEFS, du coup, Festival européen du film fantastique de Strasbourg. C'était début septembre. Et j'en ai gardé un souvenir plutôt agréable de ce Vermine. Alors, c'est pas le type de proposition auquel je suis habitué et auquel personne n'est habitué finalement, puisque c'est un film d'horreur français et c'est quand même assez rare. On l'a très bien dit, hein, le dernier en date qu'on avait vu et qui ressemblait un peu à ça, c'était La Tour et c'était assez désagréable, pour ne pas dire horrible. Et du coup, voilà, j'étais assez curieux de voir ce type de proposition-là en France. Et là où je m'attendais en fait à un film d'horreur assez fun, assez marrant, ce qui est le cas, et on en reviendra peut-être dessus, mais c'est aussi tout un film social et politique derrière. Et on sait tous que le cinéma d'horreur apporte beaucoup de thématiques sociales et politiques, euh, certainement plus que d'autres genres. Je laisserai Jus rebondir là-dessus. Mais ouais, alors j'ai pas revu le film depuis, donc j'en ai un souvenir, quelque peu, flou. On va dire que je me souviens de l'ensemble, mais je l'ai pas dans les détails. Mais voilà, c'est un film qui était très agréable. Je l'avais vu aussi avec le réalisateur et je me souviens de quelques propos, donc si je peux en caler ici, je pourrais rebondir et vous informer là-dessus. Pareil, il y avait quelques acteurs, notamment Jérôme Niel qui était présent, lors de cette avant-première et tout, donc voilà. C'est un film très agréable, très branché politique aussi, et que c'est un portrait aussi des banlieues et des cités plutôt positifs. Et le cinéma français fait rarement ce genre de constat-là, ou alors il le fait dans des films qui ne sont pas vraiment bons. Euh, je vous laisserai, hein, vous qui avez vu Bâtiment 5 de la Ghibli rebondir là-dessus, parce que personnellement j'ai fait l'impasse. Mais voilà, c'est aussi un film qui permet de mettre les banlieues en avant avec un regard plutôt positif quand même. Ah oui, je rejoins Hugo sur ce plan-là, parce que cette année, en banlieue film, entre guillemets, hein, pour reprendre la dénomination notamment de Samir, la chaîne Microciné, il a fait quelques émissions avec François Bégodeau et David Fonseca à ce sujet. Sur ce thème-là, cette année, on peut pas dire qu'on a été grandement gâtés. Alors j'ai quand même envie de saluer le film Grand Paris, qui est plus buddy movie un peu étrange à un moment, mais qui quand même est un banlieue film, sorti plus tôt cette année, un film de Martin Jova. Et par contre, ouais, comme tu l'as dit Hugo, il y a eu La Tour, qui est aussi un film horrifique et de banlieue, et qui rate totalement son propos, ou alors qui a un propos infâme et détestable sur certains points. Ça, il y a Bâtiment 5 en soi, c'est plus un film social, pas horrifique, mais qui représente l'horreur actuelle de la société aussi, mais qui manque de point de vue. Là, avec Vermine, alors évidemment, en premier lieu, on va retenir l'angoisse, l'horreur, parce qu'avec les araignées comme ça, forcément, ça fait flipper, avec un vrai crescendo qui joue sur l'espace, sur ce temps aussi qui se dilate ou qui se perd au fur et à mesure que les événements avancent, huis clos, confinement, tout y passe, hein. Et c'est très bien géré. Mais le côté politique est là, et de toute façon, comme tu l'as souligné Hugo, un bon film d'horreur a forcément cette caution politique. Ça rejoint un petit peu les œuvres de Romero ou de Carpenter, pour ne citer que ces grands noms, hein, de l'horreur évidemment. Il y a toujours ce message en filigrane sur la société qui fait que l'horreur vécue, que ce soit Home Invasion, Assaut, tout ça, ou des créatures, sont à mettre en parallèle allégoriquement avec ce qui peut se passer dans la société. Et ici, Vermine, de toute façon, le titre en lui-même est politique, puisque ça aurait pu s'appeler Araignée, Invasion, voilà, comme vous voulez, mais non, Vermine, parce qu'au final, les vermines, qui sont ces insectes, parce qu'il y a plein d'insectes aussi à un moment dans la chambre de Caleb, joué par Théo Christine, mais les vermines aussi, quelque part, aux yeux de la société, notamment de la police qui intervient à un moment, il s'avère que ce sont ces habitants de banlieue. Et donc, un regard de cette société, un regard assez malsain d'une certaine frange de la société envers les habitants de ces lieux où, de toute façon, ils subissent depuis plusieurs générations
certaine politique et donc une certaine pauvreté. Mais ça, les gens ont tendance à oublier, mettre ça sur le dos de l'immigration, tout ça, en fermant les yeux sur les vrais problèmes. Donc oui, Vermine est non seulement un film politique, mais un vrai film coup de poing, très ancré à gauche, hein, il faut l'avouer, et qui est très intéressant aussi par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité, dans l'année 2023, hein, notamment le rapport à la police, sans en dire plus, mais à un moment, c'est très clair. Mais au-delà de ça, c'est aussi une vraie proposition horrifique qui fait son effet avec du cinéma derrière. Voilà. Je pense que Joe, tu seras plutôt d'accord avec ce point-là. Je vais être évidemment d'accord avec toi, Jus, même si pour moi, c'est plus un enfant de ce qui s'est passé en 2005 que de ce qui se passe en 2023. Mais bien sûr, après, on pourra citer la haine, et oui, jusqu'ici, rien n'a changé, quoi. Mais oui, cette Vermine est extrêmement intéressante dans le parallèle humain et bestiole, et surtout dans le parallèle entre les relations humaines. Sans vouloir spoiler quelque chose, le personnage de Finnegan Oldfield et de Theo Christine se parasitent eux-mêmes. Le personnage de Jérôme Niel est pour moi le seul problème du film, mais c'est qu'il parasite tellement le film, mais il est lui-même traité comme un parasite de cette société, de cet homme qui ne se trouve plus avec ceux de sa génération, qui se retrouve avec ces jeunes. Mais il y a évidemment l'arrêt politique. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs sur le parasitage entre des gens donc de ce même groupe en soi, même donc des anciens amis, même des membres de la famille, parce que le frère et la sœur aussi se parasitent entre eux. Mais j'allais venir parler de politique dans l'art, oui, l'art est politique. Et tout le monde le sait. Mais vraiment, ce côté insecte, il est traité comme le parasite, mais le parasite d'une société. Et la société, au sens plutôt insectoïde, même pour les humains, entre ce frère et sa sœur qui se parasitent eux-mêmes par rapport à un conflit suite à la mère qu'on pourrait, avec un parallèle, transformer en reine des fourmis. Une fois que la reine n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on va de l'avant et on part ailleurs? Il y a cette question aussi d'échappatoire, mais bon, oui, aller ailleurs, mais un ailleurs qui sera peut-être pas mieux. Ça, le film peut le laisser en suspens, parce que très vite, de toute façon, on est enfermé avec les protagonistes sur où ils doivent faire enfin face à cette horreur. Ils doivent arrêter de fermer les yeux sur certaines choses, hein, c'est aussi ça, hein, l'apparition de cette araignée, et retrouver une forme de solidarité, ou pas, parce que évidemment, dans l'immeuble, on en a certains qui sont un peu moins solidaires que d'autres, notamment le personnage de Gilles, qui représente un peu le réac, parce qu'il faut le savoir, hein, dans les banlieues, il y a beaucoup de gens qui votent extrême droite, et il représente un peu ce genre de personnage-là. Limite, il y aurait pu en avoir plus d'un, mais bon, là, le film décide de n'en présenter qu'un seul, pour pas parasiter, tiens, justement, trop aussi nos protagonistes principaux. Mais bon, ça et l'intervention de la police, c'est plutôt intéressant, je trouve. Bon, après, on peut toujours reprocher au film de se concentrer uniquement sur certaines choses, mais il faut pas oublier que c'est un métrage qui doit, 1h40, donc à un moment, il y a des choix qui sont faits, fatalement. Et il faut aller aussi à l'essentiel de la terreur, puisque c'est ça qui est un petit peu aussi l'essence même du film. Donc, ces menaces perpétuelles de cette araignée. Tiens, Hugo, d'ailleurs, comment tu as ressenti cette tension horrifique? Je ne sais pas si toi, tu as eu très peur devant ce film. Parce qu'on n'a pas parlé encore de la peur, mais... J'aime pas les araignées. J'aime vraiment pas les araignées et peur de ces araignées déjà de base, mais je m'étais dit que c'était français, ça ferait pas peur, ce serait pas terrifiant. Bah si, c'est pour ceux qui n'aiment pas les araignées comme moi, vous serez assez perturbés. Par exemple, il y a une scène, moi en particulier, qui m'avait marqué, c'est que oui, le film montre constamment des araignées, ou des fois il ne les montre pas, mais elles sont suggérées, du coup ça fait encore plus peur, bref. Mais il y a une scène en particulier qui m'a terrifié, et pourtant c'est peut-être la plus simple. C'est une scène où on va retrouver une seule araignée, grande, mais pas comme celle que l'on retrouvera en fin de film, dans une salle de bain. Et c'est ce côté très exigu, où les personnages sont retrouvés dans une pièce finalement, c'est quelque chose de très quotidien, et aussi quelque chose de rationnel, genre ça peut totalement arriver, ce genre de situation où tu te retrouves avec une grosse araignée, pas forcément dangereuse et dans des cas extrêmes comme les vermines, mais juste te retrouver avec une grosse araignée qui se balade un peu partout dans ta salle de bain, et t'en peux plus, quoi. Genre, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment, et c'est cette scène-là, moi, qui m'a le plus terrifié, parce que ils essayent à plusieurs, je crois qu'ils sont 5 ou 6 à essayer de chasser cette araignée, qui se cache partout, et c'est le but d'une araignée, en fait. Elle va se terrer dans tous les endroits un peu discrets, etc. Sous un lavabo, par exemple, ou dans une douche, enfin bref. Elle est en plus dans la salle de bain, qui est le lieu même de l'intimité.
c'est terrifiant de voir cette scène-là, qui est pourtant la scène la plus simple du film, hein, qui n'est pas dans les excès, parce que c'est vrai que dans le final de Vermine, sans trop en dire, mais on est quand même beaucoup dans l'excès. Alors, ça marche, hein, c'est très efficace d'un point de vue horrifique. Mais pour moi, c'est vraiment cette scène dans la salle de bain qui me met très mal à l'aise, qui me terrifie justement parce qu'elle est très proche du quotidien. Et c'est ça qui fait peur. C'est ce truc de tout bête de se dire que ça peut arriver, c'est une possibilité qui est terrifiant. Parce que bon, quand on voit des araignées comme à la Harry Potter qui font 6 mètres de large, bon, on sait que ça n'arrivera pas et que ça enlève un petit côté du terrifiant, quoique. Mais cette scène-là, pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme et Vermine, dans sa globalité, finalement, arrive très bien à gérer ces effets horrifiques. On sent que Sébastien Vanissek a pensé à la mise en scène, a pensé à comment rendre ces araignées terrifiantes, à savoir aussi qu'il a mixé plein de sortes d'araignées qui existent vraiment dans la vraie vie. Il les a mixées numériquement pour avoir sa propre espèce d'araignée qui a des caractéristiques spéciales dont il se sert dans sa mise en scène pour faire peur, hein. Justement, les longues pattes de l'araignée, c'est souvent ce qui fait peur aux gens. Et ben, il a créé cette araignée pour qu'elle ait des longues pattes et qu'elle ait des mouvements spécifiques qui puissent la faire sauter, qui puissent la terrifier, etc. Même si, je le rappelle, et c'est important de le dire, il y avait des vraies araignées sur le tournage et ça rend le truc encore plus terrifiant. Pour rebondir rapidement sur la scène, la salle de bain et tout, là, c'est presque un double mix de Hitchcock entre Les Oiseaux et Psychose. On pourrait presque imaginer ça. Parce que Hitchcock aussi est un des maîtres de l'horreur indirectement, hein, plus du suspense. Puis bon, on va parler de la fin. C'est vrai que sur la fin, on est plus proche d'Athéna, mais c'est quand même bien mieux. Et il y a aussi la scène du tunnel qui mène au garage. C'est là où justement l'espace se dilate, on ne sait plus où on en est, on a l'impression que ça dure 3 plombes. Mais justement, c'est voulu. Là, on est du point de vue des personnages qui sont à bout. Il y a cette montée crescendo qui fait qu'à un certain moment, on perd pied avec la réalité. C'est vrai que cette histoire de couloir, là, où oui, ça, une sorte de couloir, de tunnel, pourrait être perçu comme surfait, un petit peu trop dans les effets, mais c'est normal vu ce qu'ils subissent psychologiquement, je pense, par rapport à ce qu'ils ont vécu déjà avant et les diverses pertes et autres. D'ailleurs, moi j'aurais une question pour vous. La scène du couloir, faut savoir que moi j'ai vu le film au FEFS et les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Il restait des trucs, Sébastien Vanissek nous l'avait dit, il restait des effets spéciaux à rajouter, quelques éléments de montage, etc. Alors, je pensais au début que vous et moi n'avions pas vu la même fin et il s'avère que si. En fait, voilà, j'ai vérifié l'info, c'est juste je m'en souvenais pas. Mais pour autant, cette scène du tunnel m'interroge parce que moi, quand je l'avais vue, on sentait que les effets spéciaux n'étaient pas finis. Genre, ça se voyait, c'était pas moche, mais il y avait un petit côté cheap derrière. Vous, comment vous l'avez senti cette scène? C'est vraiment un truc que je m'interroge parce que voilà, j'aimerais savoir où me placer par rapport au fait que les effets spéciaux n'étaient pas finis quand moi j'avais vu le film. Donc, voir si ça s'est amélioré sur ce point-là. Ben, autant te dire que les araignées, personnellement, je m'en fous. Je suis toujours celui dans le groupe qui peut les déplacer sans aucun problème parce que ça ne me fait pas peur. Les insectes ne m'ont jamais fait peur. Mais autant dire que devant cette scène-là, j'étais pas bien. Comme la scène de salle de bain. Je commençais à comprendre du coup cette imprévisibilité qui peut déranger certains. Oui, effectivement, c'est pattes. Autant dire que Oldfield, spoiler ouvert, c'est pas incroyable ce qui lui arrive. Et que surtout ce jeu sur la lumière et ce timer crée un suspense aussi qui peut être proche d'Hitchcock. Mais Dieu merci, Vanissek n'a pas voulu céder à la bêtise de la surprise et nous a laissé l'intelligence du suspense. Ah bah tiens, puisque tu ouvres la zone spoiler, Joe, hein, parce que là, on va dire, on peut se lâcher un petit peu, mais la scène du tunnel, justement, alors moi je trouve que les effets ont été plutôt bien réalisés, mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis, Joe, à toi sur cette scène du tunnel. Parce que je sais que tu peux être très tatillon là, sur ce genre d'excès formel potentiel. Est-ce que toi, tu l'as ressenti avec l'intelligence de la mise en scène ou tu as des réserves sur ce passage? Ah non, honnêtement, comme je le dis, si tu parles du tunnel avec le timer de la lampe ou la fin avec le tunnel et le parking? Non, avant le parking, justement. Quand ils sont sur ce tunnel ou qu'ils doivent... Oui, avec le fameux... la minuterie des vieux immeubles. D'accord. Mais comme je l'ai dit, je trouve ça profondément intelligent ce que fait Vanissek. Oui, parce qu'il joue aussi avec notre perception de nos spectateurs en nous mettant à la place. Bah, il nous met déjà avec les spectateurs. Ouais. Et Dieu merci, pas de bêtises avec le point de vue omniscient. Et
j'attendais à ce que la scène déraille et ce n'est jamais le cas. Honnêtement, je trouve que créer un suspense avec le timer de la lampe, avec ces personnages, tout en nous mettant la caméra avec eux, c'est juste du génie en fait pour moi cette scène-là. J'étais profondément mal alors que j'aime bien les araignées. Ah oui, mais finalement, d'ailleurs, à partir de cet instant, je pense qu'Hugo sera d'accord, et toi aussi, Joe, la menace, elle va être ailleurs après. Parce que oui, il y a les araignées, bien sûr, évidemment. Mais à un moment, la police, qui est censée être là pour les aider, va les enfermer, les empêcher d'accéder vers la sortie, limite donc les condamner, puisque de toute façon, les vermines sont avec les vermines, de leur point de vue, et ça les arrange bien. Justement, rebondissons là-dessus, l'horreur étant très sociale à partir de cet instant, est-ce que finalement, à un moment, on n'oublie pas la menace araignée et on n'est pas plus concentré sur la menace policière, hein, Hugo? Je parlerai pas forcément de menaces policières parce que je pense pas que dans le film, en tout cas, le but de la police était vraiment de les enfermer par pur sadisme ou quoi. Je pense que c'est vraiment pour noter ce manque de communication entre les habitants d'un immeuble de banlieue et justement la police, parce que c'est un peu ce qui se passe en fait dans la vraie vie où justement c'est pas tant un problème de sadisme de la part de policiers ou des banlieues, c'est plus un problème de communication et du fait que ces quartiers marginalisés ou mis sur le côté, finalement, on n'arrive pas forcément à communiquer avec les institutions du pays et à s'entendre correctement parce qu'effectivement, ces institutions ont des travers et Vermine le montre assez justement. Et, euh, et je pense que voilà, c'est ce manque de communication-là finalement parce qu'à la fin, ils arrivent plus ou moins à trouver un terrain d'entente, même si bon, ça marche pas. Et par exemple, dans le côté de la police, il y avait de mémoire un flic qui était quand même assez sympa. Alors certes, je me souviens plus trop de ce qui se passe à ce moment-là, mais je me souviens d'un policier qui était quand même à l'écoute, etc. Et à partir de là, la situation allait mieux, enfin plus ou moins, c'est toujours nuancé, et c'est justement cette nuance-là qui est importante, je trouve, mais c'est justement là aussi on retrouve ce côté social du cinéma d'horreur, et en particulier de Vermine, qui est très intéressant. Et je vais rebondir parce que oui, cette dualité est passionnante, mais pour moi c'est plus un écho à la scène de la douche, où peut-être que je suranalyse un peu tout, mais d'un côté les policiers et de l'autre les vermines avec les vermines, mais c'est cette scène de la douche où on veut juste exterminer l'araignée alors que le vrai entre guillemets problème selon la police serait les gens qui se sont cachés derrière cette douche. Ouais, de toute façon, c'est ça, hein, c'est qu'il y a des gens, enfin, ou des animaux, du coup, qui sont toujours les vermines d'autres, quelque part. Mais ce qui est intéressant, ce qu'a dit Hugo, parce que oui, il y a une nuance, c'est pas non plus le film frontal absolu, avec le personnage du lieutenant qui est originaire hein, de cette cité, peut-être même de cet immeuble, et qui essaye de faire le médiateur, mais le personnage, je vous ai montré totalement impuissant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'air hyper sympathique, qui est donc flic, lieutenant, il a quand même un grade, hein, mais qui est absolument incapable de gérer la situation. Bon, évidemment, parce que là, il y a une menace. Au début, il pense que c'est à cause de la drogue ou il y aurait peut-être un virus. On voit aussi l'idée du confinement qui est passé par là depuis, évidemment. C'est un film qui n'aurait pas été fait ainsi s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, évidemment, tout le monde pète les plombs entre ceux qui subissent enfermés face aux araignées et ceux qui interviennent ne sachant pas ce qui se passe au final. Donc la menace, elle est partout. Au final, on peut essayer de se faire l'avocat du diable vite fait et se dire que cette intervention, cette brigade d'intervention pense que ces jeunes peuvent être issus de la menace potentielle qui se passe dans cet immeuble, blablabla, tout ça. Donc voilà. Mais après, voilà, il y a le lieutenant qui débarque et il est presque désolé de la situation, mais il peut pas faire grand-chose. Il y en a quand même qui tabassent le personnage de Théo Christine et les menottes là dans le parking. Enfin, il y a forcément l'excès du moment. Mais oui, au final, il y a cette allégorie-là de la menace est partout et on se méfie de tout le monde. Pas de communication, on est dans, on va dire, l'urgence du moment et on n'essaye pas de comprendre, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir. Mais c'est à l'image aussi de ce qui se passe depuis des années et des années. Tu parlais de 2005, Joe, tu parlais de la haine, mais ce manque de communication entre les représentants de l'État et ces personnes qui habitent en banlieue, qui ont été parquées là de force à la base, sur 2, 3 ou 4 générations avant, et il n'y a jamais eu de communication. Voilà, on les a plantés là. Et il y a certains films qui le montrent très bien, autrement, comme Gagarine, par exemple. Il y a toujours ce questionnement-là, ce manque de communication. Les Misérables, en soi, il y avait des bons trucs sur ce plan-là dans Les Misérables. Et le fait est que la situation, elle s'envenime, justement. Un vermine s'envenime, on n'est pas loin. Hein.
Et le point de non-retour parfois est atteint comme cette fin. Alors justement, vous en pensez quoi? Parce qu'on est dans les spoilers. Cette fin assez étonnante, hein. En soi, bon, il y a le final, on accède à la lumière, à l'émancipation, ce qui peut paraître très cliché, mais en soi nécessaire vu ce qui se passe avant. Et cette fin dans la forêt aussi pour le personnage principal, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Personnellement, j'ai trouvé ça profondément con pour le coup. Ah, voilà, t'as un petit bémol sur la fin quand même. Ah non, mais vraiment, je trouve qu'à partir du climax, le film c'est cool. Le film réussit à te créer un climax d'anthologie, potentiellement un des meilleurs climax qu'on ait eu cette année, qui m'a fait beaucoup penser au cinéma coréen. Et une fois qu'ils sortent de la cité, le film c'est cool. Et pensez à Old Boy par exemple. J'ai pas vu Old Boy, mais je pensais à Escape from Mogadishu. Ah oui, bah oui. Ouais. Et c'est vrai que cette fin, alors, on peut la questionner la fin. Bon, voilà, on s'en sort, tout ça, bon, encore heureux. À la rigueur, ça aurait pu être encore pire et tout le monde meurt. À un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas clairement tous se sacrifier pour qu'on soit sûr que les araignées soient explosées là-dedans? Bon, il y a un personnage qui se sacrifie, Jérôme Niel, que moi je trouvais très bon. Hein. C'est un acteur à contre-emploi ici. Pardon? Ah non, moi je trouve qu'il était très bon dans ce film, Jérôme Niel, personnellement. Et Ah, après, mais si tu c'est compares. Je suis assez d'accord. Tu joues un mec de 20 ans, ça ne va pas. Bah justement, c'est exactement l'écriture du personnage, c'est quelqu'un qui est resté bloqué. C'est-à-dire qu'il a 35 ans dans le film, mais il est resté bloqué dans sa vingtaine parce qu'il n'a pas eu d'espoir, pas eu d'avenir. Je pense qu'il a été écrit tel quel. Hein. D'ailleurs, c'est que des trentenaires dans le film, hein, à peu près, dans l'écriture. Ah, peut-être la jeune Ouais, sœur, carrément, ouais. la jeune sœur de Caleb, qui est plus jeune, mais qui, elle, justement, a envie de passer à autre chose. Mais je crois qu'ils ont tous 30 ans, mais dans leur tête, ils sont restés dans cette adolescence de 18-25 ans parce que ils n'ont pas eu de perspective d'avenir. Alors, je pense que c'est volontaire. Bah ouais, les deux actrices féminines sont vraiment jeunes, pour le coup, c'est les seules qui doivent avoir vraiment leur âge. Mais ouais, ils sont tous autour de la trentaine et je pense que Il a ça 25 ans, sert Théo justement le Christine. propos. Et je suis assez d'accord sur... bah, il a pas plus. Non, il a 25, Théo Christine, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais son pote, Finnegan Oldfield, il a plus de la trentaine Bah hein, écoute, maintenant. Après, je sais pas, c'est particulier parce que bon, ils sont censés avoir le même âge, hein, Théo Christine et Finnegan Oldfield dans le film. Il a 32, Oldfield. Voilà, 32. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt à la fin de la vingtaine, en fait. De tout ce qu'ils ont, voilà, ces perspectives, la rupture, machin, etc. T'as l'impression qu'ils sont quand même dépassés les 25 à l'aise, quoi. Mais ils se comportent comme des ados de 18, enfin des jeunes de 18-20 ans. Mais je sais pas. Hein. Après, c'est une perspective. On sent quand même qu'ils sont là un petit peu sans espoir. Pas pour rien d'ailleurs que le personnage de Théo Christine, Caleb, il s'est fait son petit monde à lui. Il a reconstitué son bestiaire où il fait vivre des choses parce qu'il s'est enfermé là-dedans et il joue un peu à Dieu parce qu'il n'arrive pas à se faire sa place, quoi. Même s'il essaye. C'est intéressant parce que c'est un personnage qui essaye de faire un business légal que tout le monde considère comme illégal parce que personne ne prend le temps d'imaginer qu'il pourrait faire quelque chose de légal, comme quoi, hein. Avec le personnage de la gardienne aussi, lui c'est le grand frère, il y a la gardienne qui est un peu à cran, il y a plein de petits trucs, le film s'attache sur des personnages secondaires au début, et du coup on a peur pour eux, notamment celle qui déménage là, la pauvre, sa mort quand même, bon, on peut en parler vite fait, mais la mort de ce personnage alors qu'elle allait partir là, enfermée dans les toiles d'araignée, dans son fauteuil, je trouve ça, mais c'est le plus touchant, comme le personnage un peu plus âgé là qui est condamné, qui voit dans les couloirs. Il y a des trucs là-dessus qui sont. Mais bon, pour en revenir à la fin, parce que du coup on parle dans tous les sens, mais la fin, c'est vrai que aller au-delà du climax en mode oui, la tour est détruite. Donc là, ça rappelle Guégarine d'ailleurs. La tour est bâtiment 5, le début de bâtiment 5, c'est très intéressant ça. Et le personnage de Théo Christine dans la forêt. Alors, j'ai beaucoup eu de mal sur le moment, mais en y réfléchissant, je trouve ça intéressant pour montrer les nuances dont Hugo parlait d'ailleurs, puisque le personnage de Caleb, à un moment, il a une araignée, il pourrait l'écraser, vu ce qui s'est passé avant, n'importe qui l'écraserait. Hein. Mais non, il la laisse en liberté dans la forêt pour se dire, finalement, les gens nous voient comme vous, on vous voit, donc on vous laisse en liberté, nous, on est en liberté maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme interprétation du final. Pour moi, c'est un final qui sonne le point de vue. Écoute. C'est l'un et l'autre sont les mêmes. Oui, c'est ça. Caleb, c'est l'araignée, et l'araignée, c'est Caleb, quoi. Mais très clairement. Alors, en vrai, de vrai, on avait parlé de cette fin en off, et je sais même pas si je l'ai eu dans le montage de ma version de Vermine à moi, parce que j'en ai aucun souvenir. Ce passage dans la forêt, justement, où soi-disant il ramènerait l'araignée, alors soit je l'ai complètement oublié, ce qui n'est pas impossible, étant donné que j'ai vu le film il y a 3-4 mois, soit je l'ai pas eu du tout, donc je vais pas me prononcer là-dessus.
parce que soit j'en ai pas mémoire, soit je l'ai pas vu et j'arrive pas c'est pour ça que j'aurais dû revoir Vermine peut-être, mais j'arrive pas à me souvenir de cette scène-là, alors que le reste du film est quand même, je me rends compte maintenant, assez clair dans ma tête, donc peut-être que je n'ai pas vu cette fin-là. Mais globalement, moi je vais revenir sur le climax. Joe, tu as dit que c'était un climax d'anthologie, peut-être le meilleur qu'on ait eu en 2023. Bah ouais, totalement, parce qu'il y a ce truc un peu plus intelligent enfin, plus intelligent, je pars en comparaison avec Athéna qu'on avait cité justement pour ce climax. C'est un peu le même délire où on est dans un endroit confiné avec plein de CRS et puis des personnes qui sont à bout finalement et ça marche beaucoup mieux ce côté un peu explosion dans le sens où c'est un espèce de compte à rebours où on sait qu'à un moment la tension va lâcher et où ça va forcément partir dans tous les sens. Ça marche très bien, c'est très efficace et même d'un point de vue horrifique, on est quand même assez gâté avec ces nombreuses scènes d'araignées où justement là, on a un vrai climax où, je crois qu'on est toujours en partie spoiler donc je peux le dire, mais toutes les araignées viennent les envahir et puis tout le monde mitraille tout le monde, c'est un gros bordel. Ouais non, ce climax, c'était vraiment fou par contre. Ah oui, non, mais ça réussit ce qu'Athéna a raté aussi, d'ailleurs, comme ce que le film réussit ce que la tour a raté. Comme quoi. Puis un petit dernier mot sur la musique. Bon, Joe et moi, on n'écoute pas forcément beaucoup de la musique qu'il y a dans le film. Je crois que Hugo, à un moment, était bien content. Comment ça, j'écoute pas de rap? Non, mais tu en écoutes, mais peut-être pas trop du rap français. On va dire que Benjamin Epps, Hamza Damso, j'adore. Et Laylo pareil. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'Hamza et Damso, à la fin, j'ai reconnu. Et vous savez quoi? J'ai reconnu parce que Hugo m'en a fait écouter quelques jours avant. C'est pas une blague. Mais vraiment, dans la salle du PIF, le refrain de God Bless, pas mal l'ont chanté. Ouais. Bah comme Benjamin Epps, hein, moi au FEF ça s'était grave ambiancé sur le moment où Benjamin Epps, je crois que c'est au moment où justement il présente un peu cet immeuble très très spécifique aussi hein, dans son architecture. Il y avait un plan comme ça où justement ça balançait très fort du Benjamin Epps. Et ouais, et Jules m'a envoyé en off une analyse qui était très pertinente de la musique de Vermine et comme quoi, enfin la personne qui a écrit ce texte, je n'ai plus la source malheureusement, c'est quelqu'un qui disait que justement mais du Benjamin Epps, ça correspondait parfaitement à la caractérisation du personnage. Et c'est vrai, c'était très pertinent. Donc, à voir si on pourra le partager d'une quelconque manière. Mais ouais, non, le choix des musiques est vraiment très intéressant et très ancré aussi dans l'aspect politique et dans l'aspect culturel des banlieues. Ouais, donc la source, pour si certains le suivent sur Facebook, mais je ne sais pas s'il l'a écrit sur sa revue, c'est Kefren Montout de la revue Istasia, qui a été parfois invité chez Samir d'ailleurs. Il a parlé de Carpenter aussi, etc. Donc il s'y connaît bien dans le genre et c'est quelqu'un qui est très, très intéressant à lire parce qu'il a des analyses pertinentes sur ce qui pourrait paraître des détails, comme ici l'utilisation de la musique, mais qui fait vraiment sens. La BO n'a pas été passée par hasard. Et du coup, maintenant, peut-être que pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, Joe, tu dirais quoi pour conclure? Parce que le film est encore à l'affiche, hein, je pense, dans certains cinémas. Essayez vraiment d'aller le voir. Et si vous n'avez pas aimé La Tour, vous allez aimer Vermine. Et si vous avez aimé La Tour, Vermine sera votre film préféré de 2023. Ou pas. Ou pas, parce que pour La Tour, voilà, on va pas en parler ici parce que c'est pas le lieu. Mais disons que si Vermine est un film bien ancré à gauche, pour La Tour, c'est pas évident. Pour moi, La Tour n'est pas évident, mais pour moi, La Tour est un film qui se rate plus qu'il ne pense. Oui, bah, il va pas, enfin, il va au Parce bout que connaissant le réal, c'est pas son but. Non, bien sûr. Et Hugo, qu'est-ce que tu dirais pour conclure, toi? Non, et puis moi, pour conclure, je dirais aussi que si on aime Courtrage-May, si on aime un peu tout ce qu'il propose en termes de court-métrage, de clips et même de long-métrage maintenant, puisque Ladjli et Kim Chapiron ont déjà proposé leur long-métrage, bah franchement, Et allez Sébastien voir Vanitschek Vermine aussi. parce que le réalisateur vient... Ouais, bah oui, justement. On ressent justement cette grosse influence de Courtrage-May derrière, le rap, la banlieue, le contexte social aussi. On sent qu'il y a du Courtrage-May derrière et c'est très intéressant, quoi, vraiment. Bref, je crois qu'on est d'accord, allez voir Vermine. Vous l'avez compris, Vermine est pour nous un coup de cœur et nous vous encourageons vraiment à aller le voir. Puis on vous souhaite une nouvelle fois une bonne année sur la 7e illusion. Ouais, c'est vrai, carrément. Et on vous dit à la prochaine, à bientôt, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, là, notamment les bilans de l'année, là. Ouh là là, l'année écoulée. Et peut-être que Vermine sera pas loin dedans, on n'en sait rien. Mystère, suspense. À bientôt. Salut, salut!